Expert comptable, diplômé de France, formé à Harvard, associé chez Deloitte, ministre depuis 2016, réélu meilleur ministre des Finances du continent africain. Tapez son nom sur Google, la bio est impressionnante. Et avec cette bio, viennent les commentaires. C'est un technocrate, il n'a pas évolué au Bénin. Est-ce qu'il parle nos langues? Mais qui est vraiment Romuald Wadaini? Avant les salles de conseil, avant les négociations internationales, il y a une enfance béninoise. J'ai eu ce privilège d'avoir connu Romuald en classe de CE2 à l'école de base groupe A, à Agla, à Cotonou. On a eu à avoir des parties de football dans le sable sous les pylônes à Agla avec les amis. Romuald avait une longueur d'avance sur le plan d'intelligence sur beaucoup de ses pairs de la période. En général, dans mes classes, les élèves intelligents deviennent automatiquement mes amis. C'est comme ça que Romuald était attaché à moi. Je confiais à Romuald nos cahiers, leurs cahiers de devoirs et leurs cahiers de propositions. Il allait les déposer dans ma maison. Je lui faisais confiance. Une discipline héritée, une exigence qui ne s'apprend pas dans les grandes écoles. Elle se forge à la maison, dans la cour, sous le regard des parents. J'ai connu Romuald Wadaini pendant sa tendre enfance, au moment où son papa était directeur du plan et de la statistique dans le département Borgou, le grand Borgou de l'époque. C'est dans cette période-là que j'ai connu Romuald, un enfant véritablement actif. Romuald aidait son papa à charger les caisses, les cartons et les bidons de Vive PAM. Et j'ai trouvé que cette initiative d'aider son père à charger les cartons, à charger les bidons, était quelque chose qui démontrait déjà qu'il avait un caractère serviable. Cet homme, c'est un ami à moi depuis plus de 40 ans. On partageait les mêmes cours de récréation. On travaillait beaucoup parce que lui, à l'époque, il faisait partie des meilleurs du collège au pied. Donc, il représentait un modèle pour chaque jeune à l'époque. C'est quelqu'un qui a basé sa philosophie sur le travail, sur le développement. Tout le monde voulait le ressembler. Une jeunesse béninoise ordinaire, des rêves simples, des racines profondes. Son papa était mon ami. Donc, il a demandé que son fils vienne. C'est parce qu'il a trouvé qu'un enfant doit élargir son horizon. J'étais surpris complètement. Comme il venait tout le temps, tous les jours, pour se former. Il ne venait pas en retard. Il était tellement fasciné par ce qu'il faisait. Romuald, qui était dans un collège qu'on appelle le collège de l'Espoir. Mon cabinet était donc à Ganry et il était à une enjambée de mon cabinet. À partir de la classe de seconde, il passait tout le temps dans le cabinet pour comprendre le métier que j'exerçais. À 17 ans, il regarde vers l'horizon, non pas pour fuir, mais pour revenir plus fort. Il a réussi son bac mention très bien, un bac série C. Un jour, il est venu me voir pour me dire, à ma grande surprise, que papa l'avait inscrit à Lyon pour être ingénieur statisticien comme lui. Très grande surprise. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire toi-même? Il dit, tonton, je vais être expert comptable comme toi.
il a été donc admis à suivre les cours à Grenoble. Et il s'est retrouvé, où c'était vraiment étonnant, dans un amphi de 120, 130 personnes, il s'est retrouvé le seul Africain noir parmi toute la classe française. Il attendait son prof qui allait arriver et il me voit rentrer dans la salle, très surpris. Et comme il a dit après, ça lui a permis vraiment de travailler et ça lui a permis d'être major de la promotion. Il apprend à parler au marché, à structurer des économies, à négocier avec le monde, Deloitte, Harvard, les cercles d'excellence internationale. Il était très consciencieux. Il a commencé une carrière internationale quand, au niveau de Lyon, les responsables ont constaté qu'il pouvait faire encore mieux. Ils ont décidé de l'affecter à Boston, aux États-Unis. Il s'est mis à l'œuvre tout en étant professionnellement à Boston. Il a réussi le diplôme d'expertise comptable américain. Et ça l'a propulsé encore plus. Tellement il était battant, il en voulait toujours. Ce départ n'est pas une fuite, c'est un investissement. Avec une seule intention, rentrer et mettre tout ça au service du Bénin. 2016, il a 39 ans et il revient avec un capital rare, la crédibilité internationale au service d'un État. Il a été appelé par le président Patrice Talon. J'avais toute la confiance en lui. Quelle fierté que j'ai. Je pensais, avec sa passion pour l'agriculture, il serait ministre de l'Agriculture. Nous, on était un peu jaloux que les gens de finance l'ont pris là-bas, vous voyez. Donc, je le taquinais, voilà, là-bas, parce que ta passion là que vous avez là-bas, il allait le mettre en agriculture. Mais je veux encore, il a brillamment aussi attaqué ça. Grâce à Talon, on a pu ouvrir enfin les cordons de la bourse. Et lui, il sait comment on va chercher l'argent. À mon avis, on lui dit, ouais. Et à partir de là, notre pays, vous le voyez. L'homme supposé déconnecté est présent sur les scènes du monde et sur le terrain. C'est un homme de l'ombre. Depuis qu'il a pris les rênes de la gestion du ministère des Finances, on a constaté une révolution administrative, une révolution dans la gestion des affaires financières. Et il est resté dans l'ombre comme ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Ses collaborateurs le décrivent comme rigoureux, travailleur, exigeant. Mais derrière la rigueur, il y a des valeurs et des qualités que peu voient. C'est quelqu'un qui écoute les conseils. Quand on lui fait des remarques, il les considère, il prend ça en compte. Ou mieux faire. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse silencieuse. Et puis, il y a ces jeunes, ceux qui l'accompagnent discrètement, ceux pour qui il est, sans le revendiquer, un vrai mentor. Romuald Wadaï, né à Lokossa, formé au monde, revenu pour le Bénin. Il a une vivacité d'esprit qui lui permet d'appréhender rapidement les éléments de son environnement ou les éléments d'une situation qu'on lui a présentée. Monsieur Romuald Wadaï est un homme d'État, un cadre sur lequel il faut compter. Je l'admire, moi personnellement. Cet homme, Monsieur Romuald Wadaï,
est un homme de qualité qu'il faut soutenir à tout prix. Aujourd'hui, Romuald, tu as vraiment une autoroute devant toi. Continue de nous faire plaisir. Le Bénin a besoin de toi. Alors j'ai dit à Wadaï, félicitations. Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, mes respects. Madame la Vice-Présidente de la République, Mariam Tchabi-Talata, chère colistière, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers jeunes, merci. Chers concitoyens, ce que nous avons accompli ces 10 dernières années, beaucoup croyaient que ce n'était pas faisable, c'était impossible. Le fait pour un pays africain sans ressources naturelles abondantes d'avoir la capacité de se lever, d'avoir la capacité de respecter, de tenir ses engagements dans le temps, d'avoir la capacité de dire non quand beaucoup, presque tout le monde dit oui. Et ça a été le cas pendant la Covid, où beaucoup demandaient les annulations de dettes, tendaient la main sans d'abord regarder ce qu'ils étaient capables de faire par eux-mêmes. Le Bénin a été quasiment le seul à dire non à ça. Être capable d'opérer des transformations si majeures en si peu de temps relevait d'un défi quasiment impossible. Mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait grâce à la vision du président Talon dans son projet de société dénommé Bénin Révélé. Et donc grâce à cette vision, grâce au travail acharné, grâce au sacrifice de nous tous ici, nous avons réussi à trouver notre chemin de développement. Mais le chemin du développement est un processus long, un processus par étapes. Sur ce processus long, la capacité d'un État à répondre aux attentes, aux besoins des uns et des autres dépend également de ce qui se passe autour de nous. Il est clair, et nous le voyons tous depuis plusieurs années maintenant, la sous-région, le monde dans son ensemble traverse des crises après crises. Ces crises, mais également quelques erreurs que nous avons commises, nous ont empêchés de pouvoir apporter au plus grand nombre la prospérité que nous envisagions. Parce que nous avons pris du retard sur notre projet de société, nous entendons de plus en plus de jeunes, de femmes, nos populations dans le monde rural s'impatienter. Nous entendons de plus en plus de demandes de personnes qui ont du mal à régler les problèmes les plus basiques du quotidien. Et tant qu'il reste un Béninois qui n'a pas encore senti les fruits de la croissance dans son ménage, c'est qu'il reste encore du travail à faire. Je lisais récemment un rapport qui indiquait que dans les pays européens, avant la crise de la Covid, un citoyen sur 7 était en situation qualifiée de pauvreté. La situation de pauvreté n'est pas une réalité que africaine, c'est une réalité globale. Mais il y a pauvres et pauvres. Il y a l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté se caractérise par 5 facteurs. L'accès à la nourriture, le fait pour quelqu'un de se lever le matin et de ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il mangera dans la journée. L'accès à l'eau potable. La moitié du poids de notre corps est constitué d'eau. Boire de l'eau des marigots,
c'est se rendre structurellement malade. Ne pas avoir accès à un soin de santé de proximité. 3e facteur, se soigner. 4e, avoir un toit. Et 5e, un emploi. Et le nombre de nos concitoyens dans cette situation d'extrême pauvreté est désormais intolérable. Si la réalité de la pauvreté est une réalité mondiale, la réalité de l'extrême pauvreté est un défi que nous pouvons affronter ensemble. J'ai l'habitude de marcher de temps en temps le long de la route magnifique des Pêches et 2 jours de suite, j'ai croisé le même jeune homme. 6h45, je croise le jeune homme assis, ça m'a interpellé, mais j'ai continué mon chemin. Le lendemain, même heure, je vois le même jeune homme. Du coup, ça m'interpelle. Je m'arrête, je l'interroge. Et je me rends compte qu'il s'agit d'un jeune venu d'une commune lointaine. Ses parents se sont serré la ceinture, sacrifiés pour lui payer des études. N'ayant pas été bien orienté, il a fait une licence en sociologie. Et ça fait 3 ans qu'il tourne en rond sans emploi. Et ce jeune homme, ce matin, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait la veille? Il n'avait rien fait. Son dernier repas remontait à plus de 24 heures. Donc, la réalité de la souffrance, la réalité de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, ce n'est pas loin de nous, hein. C'est là, à côté, également. De la même manière que nous avons relevé le défi de montrer que c'était capable, que nous étions capables de nous relever, de trouver notre chemin, oui, nous serons capables d'affronter le défi de l'extrême pauvreté. Je voudrais faire une pause et vous rappeler l'une de mes toutes premières interventions en tant que ministre de l'économie et des finances. Nous sommes en décembre 2016. Je présentais la vision du président Talon sur la transformation de notre économie. Et j'indiquais que compte tenu de la structure de notre économie, compte tenu du rythme de progression de la population, il fallait absolument porter le taux de croissance, c'est-à-dire la vitesse à laquelle nous créons les richesses dans le pays, il fallait porter ce taux au-delà des 7%. Tant que le rythme de création de richesses ne dépassera pas ce seuil de 7%, et compte tenu de la structure de notre économie et des naissances qui viennent tous les jours, nous n'allons pas réussir à renverser le rythme de création d'extrêmes pauvres. Alors je suis heureux de vous annoncer que depuis l'année passée, nous avons franchi ce cap. L'année passée, nous avons dépassé le seuil de 7% et cette année, malgré les crises, nous allons dépasser encore le seuil de 7%. D'un budget de 1 000 milliards il y a 10 ans, le budget aujourd'hui fait plus de 3 000 milliards. Je vous donne ces chiffres pour vous indiquer que nous sommes désormais prêts. Nous avions dit en 2016, et je ne savais pas que j'allais avoir le privilège d'être devant vous pour présenter un projet de société, mais je l'ai dit dès 2016, qu'il fallait absolument passer ce cap. Il se trouve, ce cap est maintenant passé. Nous sommes désormais prêts à aborder la deuxième étape de notre développement. J'ai dit que le processus de développement était un processus long et par phase, et donc j'ai le privilège de vous entretenir donc ce matin sur les grandes lignes de ce projet de société qui va marquer la prochaine phase de notre développement. Le principal défi étant l'extrême pauvreté, la question était comment concentrer, orienter, diriger l'action publique pour qu'elle soit au plus proche de la population. Comment faire pour que la prospérité arrive le plus vite possible dans chacun des foyers? Comment faire pour que vous, jeunes, chacun d'entre vous, ayez une opportunité pour faire révéler vos talents? Et ce que nous proposons dans ce projet de société,
dans sa première partie, vous le verrez tout à l'heure quand on vous distribuera les brochures, c'est de poser le cadre d'une nouvelle dynamique de l'action publique. Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions. Et schématiquement, c'est les anciens départements. La première région sera Atakora-Donga. Nous aurons Bogwa-Liboré, Zou-Colline, Ouémé-Plateau, Atlantique Littoral, Monokufo. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Je voudrais insister là-dessus. Quelle que soit la spécificité de la région, il faudra trouver dans chacune de ces régions ces 5 choses. L'écosystème spécifique qui tient compte des réalités, des savoir-faire, des atouts de la région, mais il faudrait obligatoirement que les 4 facteurs que j'ai indiqués, agriculture, industrie, tourisme et innovation, soient présents dans chacune des régions. Sur l'agriculture, je démarrerai par ça. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles, aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est des gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Les mariages précoces, les mariages multiples. Les enfants sont devenus la seule assurance retraite dans le monde rural. Nous pourrons mettre fin à ça. En mettant l'agriculture comme pilier transverse de toutes les régions, nous allons lancer un programme spécifique qui vise à proposer aux paysans la chose suivante. Nous voyons les paysans, nous disons, nous avons l'intention de vous accompagner pour améliorer vos rendements. Je prends le cas du maïs. Aujourd'hui, au Bénin, nous faisons entre 1 tonne 2 à l'hectare le maïs. Nous savons qu'avec un bon encadrement, avec les bons intrants, avec la mécanisation, nous pouvons aller à plus de 5 tonnes à l'hectare. Alors imaginez le paysan à qui on propose le projet suivant. Nous venons vers vous, nous vous accompagnons sur la période en apportant le package, l'accompagnement, la mécanisation, les intrants, donc les bonnes semences, les engrais. Si à la fin de la récolte, vous avez moins de votre tonne à l'hectare, on vous paye. Si vous avez plus du tonne à l'hectare, qui est votre rendement habituel, alors on prélève une partie de l'excédent, on prélève en nature, on se charge de commercialiser et avec cet argent, on fait 3 choses. 1, on met un peu de fonds de côté pour renouveler le programme pour le paysan, pour racheter l'intrant et payer l'encadrement pour la saison suivante. 2, on met un peu de moyens pour sa santé. Et 3, on lui constitue sa réserve pour sa retraite. En fait, beaucoup de programmes pour la prévoyance et la retraite des paysans ont échoué, notamment parce qu'il y a une réalité qu'il faut percevoir et dont il faut tenir compte.
Le paysan qui récolte et qui va au marché, qui vend son produit et qui a le cash en main, ne lui demandez pas de contribuer pour demain. Pour lui, aujourd'hui, est déjà assez difficile. Donc, il faut absolument trouver un système par lequel, un, on commence par augmenter le rendement du paysan, et deux, on lui prélève sa récolte. Si on lui laisse la récolte, il ne rendra pas l'argent pour sa retraite. Mais si il a 3, 4 fois plus de produits qu'attendu à l'hectare, il n'y a aucun problème de prendre juste un petit peu et de le lui mettre en fonds pour sa retraite. Et le paysan qui a désormais une retraite, qui peut se soigner, pourquoi à 50 ans, il irait se marier à une fille de 16 ans pour refaire des enfants parce que c'est l'enfant sa retraite? Et vous voyez ce programme qui est destiné à accompagner les paysans, ce programme qui est destiné à sortir plus de 3 millions de nos concitoyens de l'extrême pauvreté, de la pauvreté, mais c'est un programme qui règle également beaucoup de problèmes dans la société. Deuxième élément que nous allons trouver dans toutes les régions, c'est l'industrie. Il est évident qu'aujourd'hui, face à la démographie et au nombre de jeunes qui sont en recherche d'emploi, il est indispensable que dans chaque région, il y ait au moins une industrie. Obligation serait faite d'attirer une industrie nouvelle au moins dans chaque région. De la même manière, troisième point sur le tourisme, il faudrait que chaque région ait au minimum un village ou une ville de splendeur. L'idée, c'est que le touriste qui vient au Bénin ne doit pas se contenter de se limiter à une partie du Bénin. Le Bénin est un, indivisible. Et nous voulons que partout, il y ait de quoi attirer l'attention du visiteur qui vient. Je veux que celui qui atterrisse à Cotonou ne se contente pas que de voir la marina, qu'il ait envie d'aller en pays Tata, d'aller voir les Tata Somba. Je voudrais et je tiens à ce que dans chaque région, l'accent soit mis pour qu'il y ait au minimum un village, une ville de splendeur. Nous devons faire en sorte que le travailleur qui est ici à Cotonou, qui prend quelques jours de repos avec sa famille, ait d'abord envie de dire « je vais à Dassa, je vais à Boukoumbe » plutôt que de dire « je vais ailleurs pour ne pas nommer un pays à côté ». Nous pouvons le faire. Nous devons développer le tourisme local. Nous devons faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons envie de visiter les autres régions. Il ne faut pas qu'un citoyen qui quitte une région pour une autre ait le sentiment qu'il est dans un autre pays. Et ça, nous devons le faire. C'est pour ça que nous ferons obligation à chacune des régions d'avoir au minimum un village, une ville de splendeur. Et le dernier pilier transverse aux 6 pôles, aux 6 régions, c'est celui de l'innovation, chers jeunes. Vous savez, je suis né à Lokossa, je n'ai pas choisi d'être né à Lokossa, et donc on ne choisit pas où on est. Mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous, quel que soit là où on est. Et face à la technologie, nous allons nous assurer que vous, jeunes, partout où vous êtes dans le Bénin, vous disposez d'un écosystème qui vous permette de vous former, de vous encadrer et de faire éclore tous vos savoir-faire sur le domaine numérique. Nous sommes persuadés qu'en mettant l'accent sur la technologie, en vous donnant tous les moyens qu'il faut, le Bénin deviendra un pays exportateur de solutions technologiques. Nous le pouvons. Vous voyez donc, le squelette de l'action va se manifester par cette nouvelle dynamique de l'action publique, la manière dont on va conduire l'action pour être le plus proche des réalités. Et nous allons nous assurer que chaque mercredi, à chaque conseil des ministres, le sujet du développement des pôles soit à l'ordre du jour. Ce qui fait qu'automatiquement, une fois toutes les 6 semaines, nous devons parler d'une région. Puisque à tour de rôle, nous devons parler, après les conseils des ministres, de comment se passe le développement des régions. Qu'est-ce qui se passe dans nos régions? La mise en œuvre du développement des régions. Et je peux vous assurer que si on prend du retard pour de la négligence, on prendra nos responsabilités. Parce qu'on va s'assurer
qu'on donne les moyens, on va s'assurer que chacun fasse son travail pour que le défi de l'extrême pauvreté soit une préoccupation pour tous. Et toutes les 6 semaines, au moins, chaque région sera à l'ordre du jour des débats au sein du Conseil des ministres. L'action publique, depuis quelques années maintenant, nous aimons la répartir en 3 piliers, 3 axes. Le premier, c'est celui autour du capital humain, c'est-à-dire le bien-être social. C'est tous les projets, réformes, investissements que l'État conduit sur la nutrition, l'éducation, la santé, le cadre de vie, le sport, tout ce qui concerne l'homme, son bien-être, son développement. Nous avons eu une chance phénoménale, c'est que pendant les 10 dernières années, des diagnostics approfondis, des études détaillées ont été réalisées sur tous les champs. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous savons où nous avons failli. Nous connaissons nos erreurs, nous connaissons les attentes et nous savons faire. Je voudrais prendre l'exemple du secteur de la santé pour vous présenter quelques innovations, 3 innovations majeures que vous verrez dans le projet de société sur le secteur de la santé. La première, c'est que, vous voyez, nous avons inauguré il y a quelque temps le CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après le CHIC, nous ferons le CHIP. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CHIP? P pour Paracou. Nous allons construire le Centre hospitalier international de Paracou pour que nos concitoyens du septentrion qui ont des pathologies complexes, qui demandent des équipements de pointe, n'aient pas fait des centaines de kilomètres pour venir à Calavi. Et notre ambition, c'est que même des malades d'autres pays voisins pourraient venir à Paracou se soigner et faire de Paracou un vrai pôle de soins et de traitement des maladies complexes. Exactement ce que nous avons fait à Calavi. Après le CHIP, nous ferons le CHIP. Bien entendu, il y a un travail formidable qui a été fait pour identifier village par village, région par région, les dispensaires, les centres de santé qu'il faut rénover, là où il faut construire. Le ministre de la Santé a fait un travail formidable. Il y a tous les financements sont en cours et tout est en cours, donc pas besoin de revenir là-dessus. Nous allons dérouler ce qui est déjà en cours et compléter par le CHIP. Il y a une deuxième réalité que nous avons décidé d'affronter, de résoudre. Aujourd'hui, quand vous avez une urgence vitale et vous allez dans nos hôpitaux, on exige de vous de payer d'abord. Ne serait-ce que les formalités administratives pour voir qui vous êtes peuvent vous faire perdre la vie. Désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d'abord. Il n'y aura plus au Bénin de décès liés au fait qu'on attend de faire des formalités, on attend de payer, on attend d'amener la facture. Non. Et ça sera fait, vous savez, c'est ça la beauté d'être en continuité. On n'a même pas besoin d'attendre le 12 avril, on va le faire là, maintenant, tout de suite. Et la troisième chose, c'est que vous voyez, nous avons des réalités qu'il ne faut pas ignorer. Beaucoup de nos concitoyens font confiance aux plantes, se soignent avec les plantes. Et ce n'est pas seulement en milieu rural, hein. C'est partout. Mais nous savons également qu'il y a des problèmes de contre-indication, des problèmes de posologie qui font que malheureusement,
beaucoup de nos concitoyens décèdent en utilisant la tradition, décèdent en utilisant des plantes qui en soi ont des vertus. Mais s'il y a des contre-indications et la posologie n'est pas respectée, vous aggravez votre cas. Donc le troisième élément, la troisième innovation sur le secteur de la santé, c'est un accent important pour avoir désormais une pharmacopée moderne. Sur le deuxième pôle de l'action publique, celui de la création de richesses, comment nous créons les richesses, comment nous distribuons les richesses. Sur ce deuxième pôle, je voudrais aborder deux sujets. Le premier est celui de l'inclusion financière et le deuxième sera les arts et la culture. Sur l'inclusion financière, beaucoup de propositions sont dans le projet de société, mais j'ai vu trop de personnes dans mes tournées dans le pays qui me disent « Oui, vous avez mis de l'argent pour la microfinance, mais moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Il faut des garanties, c'est compliqué à avoir, c'est trop cher. » Nous allons mettre en place une plateforme nationale d'inclusion financière qui permettra d'avoir quasi instantanément l'accès au financement, en tout cas dans un délai maximum de 48 heures. Nous allons utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour permettre directement sur votre mobile, de façon dématérialisée, d'avoir votre crédit de 50 000 à 50 millions rapidement. Et pour quelqu'un qui revient, le crédit devrait être instantané. À partir du moment où vous avez pris le crédit une fois, vous avez remboursé, la demande est approuvée et mise en place de façon instantanée. Et dans tous les cas, en 48 heures, votre demande sera traitée. Vous savez, grâce à la technologie, quand on prend un téléphone, vous mettez votre visage, on sait exactement qui vous êtes. Grâce à l'intelligence artificielle et grâce au croisement des données, on peut savoir tellement de choses sur vous qu'il n'y a plus besoin de vous dire amenez votre carte CIP, amenez le certificat de résidence, toutes qui sont des pièces que l'État fournit. Au passage, très rapidement, nous allons faire en sorte que dans toutes nos administrations, plus jamais l'État vous demandera de fournir une pièce que l'État vous donne. Je veux renouveler mon passeport. Je suis devant l'agent. Il me dit certificat de nationalité, casier judiciaire, certificat de résidence. Tout ce qui sont des documents que lui-même doit te donner, mais il n'a qu'à te le donner. Donc, grâce à la technologie, nous allons pouvoir faire ces genres d'innovation. Et c'est pour ça que nous avons assez de données aujourd'hui pour lancer donc, cette plateforme d'inclusion financière qui permettra de façon totalement digitalisée de mettre des financements rapides à la disposition de nos jeunes, de nos femmes et de tout le monde. Donc sur le deuxième pilier, j'ai promis de parler rapidement de l'aide de la culture. En fait, je dois reconnaître que ce que je vais vous donner, ce que je vais vous présenter comme innovation inscrite dans le projet de société, en fait, l'idée vient du président Talon. Mais comme on n'a pas eu le temps de tout faire, et je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur et qui tient à cœur aux milliers de nos concitoyens qui sont dans le monde artistique, que ce soit la plastique, la musique, la danse, la littérature et même la numérique. Combien d'entre eux ont accès à une retraite? Combien d'entre eux savent se soigner? Et ça a été une préoccupation du président Talon. À deux, nous en avons parlé beaucoup de fois. Mais comme j'ai dit, le développement, c'est un processus long et par étapes. Mais comme maintenant nous sommes forts, nous allons pouvoir le faire. Et dans le projet de société, nous avons mis en place un programme d'excellence pour nos jeunes, pour tous nos concitoyens qui sont dans le domaine de l'aide et de la culture. Il s'agira, par un processus transparent et rigoureux, de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire deux choses.
un salaire tous les mois. Parce que le ventre qui a faim ne peut pas réfléchir. Parce que l'artiste a beau avoir du talent. Si son enfant est malade et qu'il cherche de l'argent pour aller le soigner, il va arrêter son art et même vendre l'œuvre incomplète, histoire de faire face à ses besoins immédiats. Donc nous allons donner un salaire aux artistes et leur dire, pendant la période où ils sont dans le programme, ils doivent se concentrer sur l'excellence de leur art, l'exercice de leur art, l'approfondissement de leur art. Et la deuxième chose qu'on va leur apporter, c'est de dire, parfois on a beau avoir du talent, mais il manque un peu d'encadrement pour que notre art puisse être exportable, pour que notre art puisse être aimé, apprécié par d'autres personnes de cultures différentes. Nous allons apporter cet accompagnement également, en plus du salaire qui sera donné aux artistes et tout le secteur des aides de la culture. Merci. Le troisième pilier qui reste dans l'action publique, c'est celui qui concerne nos institutions, les libertés fondamentales, la démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui est à rectifier. Et sur le domaine de la sécurité, qui est capital, parce que sans sécurité, tout ce que nous avons dit jusque-là est vain. Sur le domaine de la sécurité, nous allons faire 3 choses nouvelles. Qui en réalité, nouvelles, c'est trop dire en fait, c'est de l'approfondissement de ce que nous faisons déjà. La première chose, c'est doter nos forces de défense et sécurité d'équipements de dernière génération, davantage de technologie. En réalité, c'est déjà en cours, mais c'est des procédures qui durent longtemps, mais dans quelques temps, nous allons pouvoir doter nos forces de défense et sécurité d'une capacité à voir jusqu'à quelques centimètres près ce qui se passe sur toutes nos frontières. Nous allons leur permettre de pouvoir anticiper sur l'ennemi qui s'approche. Nous allons leur permettre d'être beaucoup plus réactifs quand on est attaqué. La deuxième chose, c'est que nous allons opérationnaliser très rapidement les polices municipales. Dans toutes les communes frontalières, nous allons doter nos mairies de polices municipales. Il s'agira de faire en sorte que les jeunes, dans leur propre environnement, nous les formions, nous les équipions et que nous leur donnions la possibilité de défendre leur maison, leur famille, leurs frères et sœurs, leur environnement. Parce que nous croyons que l'action de proximité doit compléter l'action de nos forces de défense et sécurité. Ces polices municipales vont rapidement être opérationnelles dans la plupart des régions à risque. Et le troisième élément sur le point de la sécurité, chers amis, c'est celui de la relation avec nos pays voisins. On a beau faire tout ce qu'on vient de dire, si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Il y a aujourd'hui des enjeux tels que la sécurité, les enjeux tels que la pauvreté de masse, les enjeux tels que le défi de la jeunesse, qui sont 3 enjeux communs à tous les pays de la sous-région. Nous devons nous parler, nous devons aborder ces 3 défis ensemble de façon obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour
repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire. Autant collaborer davantage, aller plus loin dans les échanges pour apporter plus vite la prospérité, la sécurité pour tous. Chers amis, je voudrais vous dire que j'ai une chance unique d'être en ce moment même votre agentier. Le président Talon m'a fait confiance et j'ai eu l'honneur de gérer l'une des choses que vous avez de plus cher, c'est votre argent. Et vous avez vu comment je l'ai géré, avec sérieux, rigueur. Je peux vous assurer que si vous me faites confiance, je ferai le job avec le même sérieux, avec la même ardeur. La manière dont j'ai tenu le ministère de l'économie et des finances, en respectant les cadres qui y sont, en bâtissant sur l'existant et en ne détruisant pas l'existant, c'est ma marque de fabrique. Je veux vous dire que même si nous avons failli sur des sujets, même dans ce qui apparaît comme mauvais, il y a toujours du bon. Et j'ai cette qualité-là de voir en chacun toujours ce qu'il y a de bon. On perd trop de temps à vouloir détruire. Nous allons stabiliser, nous allons amplifier et parfois rectifier quand on se rend compte qu'on a mal fait, parce que l'erreur est humaine. Je veux vous donner l'engagement que je vais servir avec intégrité, avec courage, avec constance. Je suis persuadé qu'en me faisant confiance, nous allons aller plus loin ensemble. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères de la diaspora, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour ouvrir ce live du candidat Romuald Boadagni consacré à la diaspora béninoise. Je suis Maxime Avoyon, président de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Monsieur Boadagni, ce matin, vous avez présenté votre projet de société au peuple béninois. Et dans cette continuité, vous avez tenu à vous adresser directement aux filles et fils du Bénin vivant à l'étranger. Au nom de la diaspora, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour cette attention particulière. La diaspora se considère comme le 13e département du Bénin, profondément attaché à la vie politique, économique et sociale de notre pays. Le déroulé de notre séance s'articulera autour de 4 points. Nous débuterons par une brève présentation du parcours du candidat. Ensuite, son intervention, qui sera suivie d'une séquence d'échanges à travers des questions-réponses, et nous terminerons par un message de clôture. Chers invités, mesdames et messieurs, mes chères sœurs et frères de la diaspora, chers amis du Bénin, M. Romuald Boadagni est une figure centrale de la transformation économique du Bénin au cours de la dernière décennie. Depuis 2016,
au cœur de l'appareil d'État, il a contribué à la mise en œuvre des réformes structurantes, au renforcement de la crédibilité économique du Bénin et à son positionnement sur la scène internationale. Aujourd'hui, candidat à la magistrature suprême, il porte l'ambition de poursuivre et d'approfondir cette dynamique de transformation tout en répondant aux attentes nouvelles des concitoyens et concitoyennes au Bénin comme dans la diaspora. Monsieur Romuald Wadagni, les Béninoises et les Béninois du monde entier, les amis du Bénin, qui sont très nombreux, sont connectés et vous écoutent. Merci, Monsieur Avoyon. Chers amis, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour échanger avec moi cet après-midi à la suite de la présentation de mon projet de société. J'ai compris que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de me suivre ce matin et donc l'exercice ici, ce n'est pas tant de répéter ce qu'on a fait ce matin, mais c'est peut-être donner quelques éléments de complément sur le projet, complément adressé à la diaspora. Et surtout, nous offrir quelques instants d'échange, répondre à quelques préoccupations que nos frères et sœurs de la diaspora voudraient bien me poser. J'ai indiqué ce matin que s'il y avait une chose à retenir des 10 dernières années, c'est que nous avons démontré que impossible n'était pas béninois. J'ai indiqué ensuite que les attentes de la population sont fortes dans plusieurs secteurs, nous les connaissons. Et comme désormais impossible n'est pas béninois, nous allons continuer tous ensemble à travailler pour progressivement apporter la prospérité à chacun et à tous. Pour la diaspora, quand on est à l'étranger, il y a un certain nombre de choses qui nous préoccupent. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai eu l'occasion très jeune de partir également, d'étudier et travailler à l'étranger avant d'avoir l'honneur d'être appelé par le président Talon pour servir à ses côtés. Pour ce qui est des affaires consulaires, quand on est à l'étranger, on est souvent confronté aux problèmes consulaires, renouveler un passeport, inscrire un enfant qui naît à l'étranger, un certain nombre de choses. Je voudrais dire que la digitalisation de nos processus se poursuivra et notre ambition, c'est que très rapidement, on le fait déjà, mais très rapidement, qu'on soit à Porto-Novo ou à Washington, que les formalités administratives se fassent de la même manière et qu'on puisse recevoir chez soi, sur son téléphone, partout, ces documents sans forcément se déplacer. Il y a également besoin pour la diaspora d'être connecté, de savoir ce qui se passe, de pouvoir être au courant des opportunités qu'il y a pour investir. Nous allons en discussion avec les associations qui représentent la diaspora, en discussion avec les uns et les autres, regarder ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de connexion entre la diaspora et le pays. Maintenant que nous sommes de plus en plus fiers de notre pays, je pense qu'il est temps pour nous de trouver le moyen de connecter nos frères qui sont de la diaspora beaucoup plus avec le Bénin. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui travaillent à l'étranger, souhaitent, une fois qu'ils ont terminé, rentrer chez eux pour la retraite. Il est possible aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie, de leur permettre de commencer à épargner progressivement, de commencer à préparer leur retour, grâce notamment à la tokenisation. La tokenisation, nous l'avons dans notre projet, c'est-à-dire de société. Nous avons, dans les 10 dernières années, démarré le cadastre. Nous avons fait les réformes qui permettent en fait d'avoir la copropriété sur un bien. Nous irons plus loin et l'idée c'est que plusieurs jeunes de la diaspora peuvent aujourd'hui être propriétaires d'un millième d'un immeuble
qui leur rapportera beaucoup plus que s'ils laissaient leur épargne sur un compte à l'étranger. Et tout cela fera l'objet d'un projet clair lors de la présentation du programme d'action du gouvernement. Nous allons vous rentrer dans les détails et vous verrez qu'on va trouver les moyens d'utiliser la technologie, des moyens pour permettre à ceux qui sont à l'étranger, qui s'intéressent à leur pays, d'avoir l'information, ceux qui s'intéressent à investir, à préparer le retour, d'avoir de quoi investir sans forcément de gros moyens. La technologie nous permet aujourd'hui, même avec 1 euro, 1 dollar, de commencer tous ensemble par ce que je disais tout à l'heure, la tokenisation, permettre en fait à plusieurs de se mettre ensemble et d'être copropriétaires de façon sûre et fiable, d'être propriétaire du même bien. Si vous avez aujourd'hui 100 dans la devise de votre pays où vous travaillez et que vous laissez à 1%, 2% dans votre pays et qu'on vous offre la possibilité de le placer aujourd'hui au Bénin de façon sûre, sans aucun doute, à des taux qui avoisinent les 7, 8, 10%, à partir du moment où il y a de la traçabilité, de la sécurité, je pense que nos compatriotes le feront. La difficulté que beaucoup de nos compatriotes ont pour investir, c'est que nous avons la démarche solitaire. Nous voulons de façon individuelle dire je vais acheter mon terrain, je vais construire, je vais investir. Mais si nous utilisons les techniques qui sont permises aujourd'hui par le développement de la science, les blockchains permettent de sécuriser nos transactions, la tokenisation nous permet en fait d'être copropriétaires du même bien. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup de moyens pour aller faire de l'immobilier. On peut déjà avec quelques euros, quelques dollars, quelques yuan, commencer déjà à investir ensemble et bénéficier de ce multiple, de cette rentabilité que bien souvent on n'a pas la possibilité d'avoir dans d'autres pays. C'est dire que non seulement l'enjeu des formalités administratives pour nos frères et sœurs de la diaspora est pris en compte, mais également dans le projet, nous envisageons comment faire en sorte que les difficultés que nos jeunes frères, sœurs, nos parents de la diaspora, les difficultés qu'ils rencontrent pour investir chez eux, on puisse les adresser grâce aux nouvelles technologies. Je pense que s'il y a quelque chose à rajouter à ce que j'ai dit aujourd'hui et qui a un intérêt pour les jeunes de la diaspora, ce serait cet élément-là. Et je voudrais, sans plus tarder, permettre en fait, aux personnes qui ont pris de leur temps pour se connecter d'aller plus en détail grâce aux questions qui seront posées. Merci. Merci, M. Romuald Wadagne, pour cette intervention. Comme vous l'avez annoncé, nous allons à présent ouvrir la séquence d'échange qui nous permettra d'approfondir certains points de votre information, de votre intervention. Je me permets de commencer avec quelques questions. La diaspora béninoise constitue un levier important de développement. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour faciliter et sécuriser les investissements de la diaspora au Bénin? C'est exactement dans cet esprit que le projet Société propose aujourd'hui d'offrir des véhicules. Je vais être très très concret. Quelqu'un qui a les moyens de faire un projet immobilier au Bénin tout seul peut le faire de façon sécurisée grâce aux travaux que nous avons faits sur le cadastre, grâce aux travaux que nous avons faits pour sécuriser le droit à la propriété, les titres fonciers. Il existe désormais au Bénin un tribunal sur les affaires foncières et donc la sécurisation de la propriété foncière est de plus en plus une réalité. Ce n'est pas encore parfait, mais nous avançons à grands pas sur ce sujet. Donc, quelqu'un qui veut investir et qui a les moyens de le faire, il y a quelques milliers d'euros pour acheter un terrain, etc., peut le faire. Mais celui qui travaille, qui est en début de carrière, qui a beaucoup de charges, mais qui n'a que quelques euros, mais qui souhaite quand même investir, grâce justement à la tokenisation que j'ai dit tout à l'heure, il pourra le faire. Donc, vous aurez, et l'État avec le secteur privé seront à l'initiative pour proposer des projets dans lesquels, juste avec quelques euros, vous pouvez investir et vous aurez le millième de propriété d'un bien. Vous direz, oui, moi j'ai un bien au Bénin qui me rapporte X par mois sans forcément mettre un paquet d'argent. Et c'est ça l'intérêt d'avoir la possibilité, grâce au droit, grâce à la technologie, la possibilité d'investir sur de petits montants. Pareil, la modernisation que nous faisons sur l'agriculture, le statut de l'exploitant agricole, est plein de sujets que nous essayons de faire évoluer.
permettent en fait à ceux qui s'intéressent, au-delà de l'exemple de l'immobilier, s'intéressent à l'agro-industrie, à l'exploitation, aux exploitations agricoles, de travailler ensemble. Trop longtemps, le Béninois a évolué seul. Mais nous voulons désormais offrir le cadre pour que les Béninois, que ce soit au Bénin ou les Béninois de la diaspora, puissent ensemble investir ensemble, travailler ensemble de façon sécurisée. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, vous avez répondu, mais Monsieur Romuald Wadani, au nombre des réformes du PAG 1 et 2 figure la réforme de la carte diplomatique. Et vous savez que nous sommes nombreux à l'étranger et beaucoup ont été touchés par cette réforme. S'il est évident que cette réforme participe à la rationalisation des coûts, on peut logiquement s'interroger sur la qualité et la disponibilité des services consulaires à rendre à nos compatriotes à l'extérieur. Monsieur le ministre d'État, pensez-vous procéder à, je dirais, l'évaluation de la réforme de la carte diplomatique? Première question. Deuxième question, serait-il envisageable d'ouvrir de nouvelles représentations diplomatiques et consulaires? Vous avez terminé? Oui. Alors, je voudrais tout d'abord dire que ce qui intéresse nos frères et sœurs de la diaspora, c'est comment faire de façon rapide leurs formalités administratives. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, mais trop de personnes de la diaspora souffrent du fait qu'il n'y ait pas une ambassade, un consulat à côté. Et donc, je voudrais d'entrée de jeu vous dire que la modernisation qui est en cours et qui va se poursuivre, qui va faire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit à Porto-Novo ou à Washington, qu'on ait la même facilité pour faire toutes ces formalités, que ce soit une déclaration de naissance, une pièce d'identité ou quelle que soit la formalité, renouveler un passeport, on doit pouvoir le faire dans des conditions sécurisées parce qu'aujourd'hui, les technologies nous permettent de pouvoir, grâce à la reconnaissance faciale, la biométrie, tout ce qui existe aujourd'hui, de pouvoir identifier proprement nos concitoyens et de procéder à tout ce qu'il y a comme formalité. Donc je pense que très rapidement, quand cette réforme sera une réalité, la souffrance de nos frères qui sont à l'étranger et qui doivent faire des kilomètres pour aller à un consulat, cette souffrance disparaîtra. Ça, c'est ça qui m'importe. S'agissant de la carte diplomatique, en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas pour des questions de rationalisation de coûts, forcément, que ça a été fait. Dans des pays où aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont là et qui représentent l'État, mais qui vivent dans des conditions, je n'ose même pas qualifier, qui n'ont pas les moyens de s'offrir les mêmes, on va dire, accès aux mêmes services que ceux qui sont dans les pays. J'ai vu de citer un pays pour ne pas stigmatiser, mais ce que je veux tout simplement dire qu'aujourd'hui, avoir une ambassade n'est pas une fin en soi. Envoyer nos compatriotes dans des pays lointains, s'asseoir en 4 murs n'est pas une fin en soi. On installe une ambassade pour une raison donnée. La diplomatie du Bénin est orientée fortement aujourd'hui sur une coopération économique. Pour distinguer les affaires consulaires pour lesquelles la digitalisation et tout ce que nous faisons pourrait régler ces questions-là de façon définitive. Mais pour ce qui est de la diplomatie aujourd'hui, nous continuons à évaluer la nécessité pour nous d'être présents. Si demain le Bénin devient un pays tellement puissant que sa voix compte sur certains sujets et qu'il faut être présent dans des géographies où la présence permet de façon concrète de jouer un rôle, nous irons dans ces géographies. L'idée qu'il faille construire, ouvrir des ambassades juste un peu partout pour pouvoir... Et je vais vous dire quelque chose. Bien souvent, les ambassades, nous les envoyons nos frères là-bas et on oublie de s'occuper d'eux. Et ça fait plaisir de dire nous sommes là, mais en fait, on ne s'occupe pas des gens qui sont là. Donc, à chaque fois que la question de la nécessité diplomatique du Bénin d'être présent quelque part se posera, on nommera des ambassadeurs. Et il y aura autant d'ambassadeurs que de pays où nous avons des relations. Mais attention, quand on est ambassadeur, ça ne veut pas dire qu'on est forcément résident. Ici à Cotonou,
bon nombre de grands pays qui sont pourtant riches n'ont pas d'ambassadeurs résidents au Bénin. Beaucoup de pays du G20 ont des ambassadeurs près du Bénin, mais qui ne résident pas à Cotonou. Alors, est-ce que ça veut dire que ces pays du G20 n'ont pas les moyens? Non. Donc, la révision de la carte diplomatique n'a pas été dirigée, motivée par des raisons économiques. Ça, il faut vraiment, je saisis cette occasion pour le dire. Non, ce n'est pas ça la motivation. Quand un grand pays nomme son ambassadeur, mais que l'ambassadeur a résidence à des milliers de kilomètres de Cotonou, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas pour des questions de coût. Donc, de la même manière, tous les pays où nous avons besoin d'avoir une relation diplomatique, les ambassadeurs vont être nommés, mais ils seront résidents à Cotonou avec des feuilles de mission, les dettes de mission qui leur permettront de faire des allers-retours. Je peux vous assurer, vous êtes nommé ambassadeur auprès d'un pays très lointain, que je ne veux pas nommer, mais vous résidez à Cotonou, vous suivez l'actualité et à chaque fois qu'il y a besoin d'y aller, vous faites les allers-retours. Je peux vous assurer que vous serez bien plus heureux que d'aller vous retrouver à moins 20 degrés dans un pays sans contact, sans famille, en 4 murs. Et donc c'est ça l'idée. Il faut que nos diplomates ont droit au respect. Nos diplomates ont droit à l'attention de tout le monde. Et donc nos missions diplomatiques vont se poursuivre, comme beaucoup de grands pays le font aujourd'hui, en nommant des ambassadeurs auprès de tous les pays. Nous avons besoin d'avoir des ambassadeurs, mais à part les grands pôles aujourd'hui où nous avons des missions diplomatiques présentes, nous aurons des ambassadeurs non résidents qui sont à Cotonou, mais qui auront les moyens de s'occuper de leur mission de façon efficace. Merci pour cette précision. Nous allons poursuivre cette série d'échanges avec des compatriotes disséminés un peu partout dans le monde. Nous allons commencer par Arélis qui est aux États-Unis, qui va vous poser une question. Arélis, je vous laisse la parole pour poser une question car nous en avons plusieurs. Vous avez la parole, Arélis. Merci, Monsieur Avignon, et bonjour, Monsieur Boigny. C'est un peu le matin chez moi, donc je me permets d'utiliser bonjour. Félicitations pour votre programme d'action. Il y a eu beaucoup de présentations sur tout ce qui est action sociale. Et vous avez eu cette intéressante phrase de dire que tous les Béninois doivent bénéficier de la croissance du Bénin. Je me permets donc de poser une question sur les femmes parce qu'elles constituent presque la moitié de la population du Bénin, mais elles sont exclues des cercles professionnels valorisants et des lieux de pouvoir. Vous, Président, quelles actions concrètes et mesurables, parce que vous êtes un homme d'action, comptez-vous mettre en place pour corriger cette situation? Merci. Merci. En fait, le problème de la représentativité des femmes dans les scènes de décision, comme vous le dites, c'est le résultat, en fait, d'un problème qu'il faut prendre à la base, dès l'éducation. Il faut s'assurer que nos jeunes filles restent à l'école. Il faut s'assurer que nos jeunes filles aillent très loin à l'école. Et vous allez voir dans mon projet de société, nous avons proposé de rendre l'éducation gratuite pour les filles. L'éducation est déjà aujourd'hui gratuite pour l'école primaire, pour tous. Nous proposons de rendre l'éducation gratuite pour toutes les filles. Mais vous savez, quand on travaille sur l'agriculture, j'ai présenté aujourd'hui, ce matin, le plan pour permettre à nos 3 millions d'exploitants agricoles d'avoir accès à un plan de prévoyance et de retraite. Et je l'expliquais ce matin, quand vous permettez à un exploitant agricole d'avoir une retraite, il ressent moins le besoin d'aller se remarier et de faire d'autres enfants. Et le fait pour lui aujourd'hui de vouloir se remarier avec un enfant généralement en scolarité, ça fait partie des choses qui contribuent à la déscolarisation. Donc si aujourd'hui le problème par exemple d'accès à l'assurance maladie à la retraite pour les paysans induit qu'en milieu rural, les filles n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce qu'elles sont vues comme des mères qui doivent faire des enfants, les enfants étant vus comme une assurance retraite. Vous voyez qu'en adressant ce problème de retraite paysan, vous êtes en train de permettre à vos jeunes filles de rester à l'école. Donc,
Nous avons aujourd'hui, grâce à l'Institut de la femme, une cartographie des difficultés qui font qu'aujourd'hui, nos filles n'arrivent pas à progresser à l'école, dans les universités. Et si elles ne sont pas dans les écoles, dans les universités, c'est difficile de les retrouver plus tard dans les grandes fonctions de l'administration. Donc, il s'agit donc de prendre tous les problèmes à la base, de les adresser, et ça prendra le temps. Mais nous sommes convaincus que ce que nous avons commencé depuis 10 ans, et le formidable travail que l'Institut de la femme fait actuellement, contribueront progressivement à faire que nous aurons autant d'hommes que de femmes dans les instances de décision à venir. Merci. Merci, Monsieur Avoyan. Franck Pamouton, consultant Haïti et vice-président de l'association Wabénin. Merci, Monsieur Romuald Wadayi, pour cette opportunité que vous accordez à la jeunesse, à la diaspora, pardon. Ma question est en lien avec le rapprochement de la diaspora avec le territoire national. Lors des Voodoo Days, la diaspora a beaucoup apprécié les vols spéciaux qui ont été affrétés pour se rendre sur le territoire. Est-ce que cette belle initiative va être pérennisée sous votre gouvernance? Merci, chef Franck. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, et je dirais que nous allons intégrer les autres géographies progressivement. Aujourd'hui, l'offre qui a été faite, elle a été pour nos compatriotes de la France, mais nous allons, dans les éditions à venir, nous assurer que nous intégrons cette opportunité pour d'autres géographies. Mais en fait, si vous voulez, les Voodoo Days sont pour nous quelque chose, désormais une institution. Hein. C'est un moment de retrouvailles entre nous et c'est aussi un moment de révélation du Bénin au monde. Nous avons fait cette initiative parce que nous voulons tester la possibilité de démarrer des vols charters sur le Bénin. Et les conclusions sont très positives. Je ne voudrais pas m'avancer ici parce que vous me connaissez, quand je dis ce que je vais faire, nous sommes en train d'étudier comment faire pour que, de façon quasi systématique, même au-delà des Voodoo Days, que nous avons l'opportunité de permettre à nos compatriotes de la diaspora de rentrer vraiment à des coûts très abordables au Bénin. Quand on a lancé cette initiative, on s'est aperçu par exemple que si nous arrivions à pousser de quelques mètres la piste d'atterrissage de notre aéroport, nous allons pouvoir faire atterrir des avions encore plus gros. Et plus les avions sont gros, plus les flux sont bas. Du coup, il y a des études en cours pour permettre de le faire. Et la réponse est oui, nous allons poursuivre. Mais les perspectives sont très positives parce que nous savons désormais que en poussant un peu plus loin la piste de notre avion, la piste d'atterrissage de notre aéroport, pardon, nous allons pouvoir avoir des cargos, des avions beaucoup plus grands. Et plus ils sont grands, plus le prix va être moins. Donc, c'est plutôt une initiative qui nous laisse assez positive sur la suite. Merci Franck pour votre question. Merci Monsieur Wadayi pour votre réponse. C'est un effet d'annonce. Hein. Ce que vous venez de dire, beaucoup de compatriotes de la diaspora reviennent souvent avec cette question des vols sur le Bénin qui coûte actuellement cher. Donc, ce que vous venez de dire, je pense qu'il est rentré dans l'oreille de la diaspora et nous attendons avec beaucoup d'espoir la suite des événements. Je reviens vers vous. Mais ouais, je profite pour dire quelque chose. Malheureusement, hein, dans beaucoup de pays d'Afrique, les projets sont vus petits. On est resté tellement dans le sous-développement que même parfois nos partenaires se fixent comme objectif de faire en sorte que nous restons heureux dans la pauvreté. Parce que, en fait, on aurait pu penser notre piste d'atterrissage un peu plus longue, comme on l'a dans d'autres pays. Mais malheureusement, non. Pendant des décennies, on a fait avec. Le président Talon et son gouvernement a beaucoup fait pour moderniser l'existant. Malheureusement, la population s'est rapprochée de façon considérable de l'aéroport. Donc, il faut beaucoup de calculs, beaucoup d'études
pour voir comment étendre cet aéroport et permettre de ramener des gros porteurs sur dans notre pays. Et c'est ça la clé. Quand vous avez des gros porteurs qui arrivent, automatiquement, les initiatives comme nous avons fait peuvent se multiplier. Le secteur privé peut affréter des vols à des prix très très bas et ramener les gens qui s'intéressent au Bénin, la diaspora et toute personne à plusieurs occasions, plusieurs fois dans l'année. Bon, maintenant que nous le savons et que nous savons que c'est faisable, nous allons avancer, nous allons le faire. Mais je suis revenu là-dessus pour vous dire, c'est vraiment ça aussi un peu le problème. Nous avons, pendant trop longtemps, on a été convaincus que quand on est africain, qu'on n'a pas de ressources naturelles, on devrait juste avoir pour seul objectif de tout faire pour être heureux dans la pauvreté. Et le président Talon est venu nous dire non. Il a créé une nouvelle voie, il a montré que l'impossible n'était pas béninois, pour peu qu'on suive une vision claire, qu'on travaille avec abnégation. Merci. Merci, M. Wadayi. Vous avez parlé ce matin du chic et vous nous avez donné l'espoir du chip. Donc, c'est dans le même ordre d'idée. Hein. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, M. Romuald Wadayi, avec une question complémentaire. Et vu le temps qui passe, je ne sais pas si on aura le temps de passer à d'autres questions, mais c'est une question très importante. Le Bénin que vous envisagez de diriger présente un paradoxe frappant. D'une part, des réalisations structurelles visibles et indéniables et la persistance de la pauvreté au sein de la population d'autre part. Vous savez, M. Wadayi, la diaspora béninoise est très sensible à la vie des frères et des sœurs qui vivent sur le territoire. Nous entendons souvent parler du panier de la ménagère, nous entendons parler, nous sommes souvent sollicités sur les difficultés de nos compatriotes sur place au Bénin. Et la question qui ressort de tout ça, M. Wadayi, c'est après avoir suffisamment serré la ceinture pendant 10 années, peut-on s'attendre à desserrer la ceinture les 7 prochaines années dans notre pays? En fait, comme je le disais ce matin, le développement est un processus long et par étapes. Et j'ai indiqué ce matin que nous avons réuni les conditions pour passer à l'étape d'après. Et cette étape d'après va permettre, parce qu'on en a les capacités, de s'attaquer à la pauvreté de masse. Et là où ça fait le lien avec la diaspora, c'est que quand vous avez un parent qui est resté au pays et qui est malade et qui n'a pas une assurance maladie, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle, il vous sollicite pour que vous lui veniez en aide. Mais quand nous allons régler le problème d'accès à l'assurance maladie, à la retraite, pour une grande partie de nos concitoyens aujourd'hui, qui sont notamment dans le milieu agricole, qui travaillent mais qui n'ont pas accès à une retraite. Et vous voyez qu'automatiquement, ça va soulager nos frères de la diaspora qui doivent cotiser et renvoyer à leurs parents qui sont restés au pays. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le fait pour nous d'attaquer les problèmes de développement par la proximité de l'action publique va avoir pour corollaire des compatriotes du Bénin qui ont moins besoin de solliciter les gens de la diaspora. Donc, si quelqu'un de la diaspora a le sentiment que toutes ces économies vont en soutien aux personnes restées au pays, mais je pense que plus on se développe, plus nous arrivons à régler le problème nous-mêmes parce que nos parents ont des mécanismes d'accompagnement et nos frères de la diaspora ne se sentiront plus pressurisés par les attentes, les demandes qui viennent du pays. Merci à M. Wadayi pour toutes ces réponses que vous avez apportées aux questions qui vous ont été posées. Les compatriotes de la diaspora posent beaucoup de questions, mais nous sommes limités par le temps. Et nous avons encore d'autres visioconférences qui sont prévues pour aller en profondeur de votre projet de société. Des invitations seront lancées pour que la diaspora puisse participer, assister, poser de nouvelles questions. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de cet entretien que je qualifierais de très enrichissant au regard de la pertinence des échanges. Monsieur Wadayi,
à travers ces quelques questions. Vous l'aurez constaté, les Béninois et Béninois résidant à l'étranger sont particulièrement attentifs et engagés quant à l'avenir de notre pays pour les années à venir. Ils portent une volonté réelle de s'impliquer dans les dynamiques de transformation au service du progrès et du mieux-être de nos populations. Par ma voix, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements pour avoir bien voulu, en primeur, partager avec la diaspora votre vision et les orientations que vous proposez pour notre pays. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin que je représente en appelle à la mobilisation de l'ensemble des compatriotes au Bénin, à l'extérieur, en vue des échéances électorales à venir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, M. Wadani, pour avoir donné le privilège à la diaspora de vous avoir en direct après la présentation de votre projet de société de ce matin. Merci. Si vous permettez, M. Avoyon, je voudrais saisir cette occasion quand même pour dire à nos frères et sœurs de la diaspora que nous allons tout faire pour rendre le vote électronique à distance pour nos frères de la diaspora une réalité. J'ai indiqué ce matin que la technologie serait un outil transverse qui doit nous accompagner à moderniser notre administration. Et je pense qu'avoir la capacité de voter est un droit pour lequel nous allons donner une réponse dans les 7 années à venir. Ça sera avec le dialogue, avec les acteurs politiques, mais je pense qu'aujourd'hui, l'évolution de la technologie nous permet d'offrir cette solution à nos citoyens qui méritent vraiment que, quel que soit où ils sont, ils puissent exercer leurs droits. Nous pouvons le faire et je m'engage à faire les échanges avec les partis politiques, les institutions pour que rapidement nous arrivions à ça. C'est possible aujourd'hui avec la technologie, beaucoup de pays le font. Dans le cadre des élections à venir, comment voulez-vous que quelqu'un qui a son travail le lundi matin et qui est à des centaines de kilomètres du poste de vote puisse laisser sa famille courir, aller voter, revenir pour être à l'heure à son travail le lendemain? Il y a de vraies difficultés à exercer son droit aujourd'hui. Moi-même, je viens de la diaspora, donc je sais ce que c'est. Et comme c'est un processus qui nécessite le dialogue avec les politiques, je veux juste vous dire que je suis conscient de ça et j'ai pour l'intention d'engager le dialogue avec les différents acteurs et les solutions technologiques existantes. Nous allons pouvoir très rapidement vous offrir ça. En tout cas, c'est mon vœu que dans 7 ans, que chaque citoyen de la diaspora puisse exercer son droit de vote depuis chez lui, à partir du moment où il a juste un téléphone qui lui permet de se connecter et de se faire identifier de façon adéquate. Merci beaucoup. Merci, M. Wadani. Sur votre conclusion, je dirais que c'est le chemin tout tracé pour la représentation de la diaspora dans plusieurs instances nationales. Absolument, je vous remercie. J'y pensais. Et je pense que ça peut être quelque chose de formidable parce que nos frères et sœurs de la diaspora ont besoin de sentir cette connexion. Et comme la technologie nous y aide et la volonté politique est là, je pense qu'ensemble, on va pouvoir y arriver. Sur ces mots d'espoir, M. Wadani, je vous remercie encore une nouvelle fois. Merci. C'est la première fois que ça se produit d'avoir le candidat en visio qui s'adresse à la diaspora, aux amis du Bénin qui sont très nombreux. Et je peux vous dire que la décennie qui vient de s'écouler a montré que le Bénin est devenu quelque part, je ne dirais pas la locomotive, mais quelque part, les yeux sont tournés sur le Bénin. Et ça, c'est grâce à tout ce qui a été fait. Et puis, ça donne le chemin à suivre pour plus tard, avec toutes les promesses, tout l'espoir que les Béninois portent en celui qui briguera le prochain. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci.